Le Fonds monétaire international félicite le président Alassane Ouattara pour la bonne tenue de l'économie ivoirienne, marquée par une forte croissance. Une délégation de cette institution était au palais présidentiel ce matin. La modification du code électoral adoptée à l'unanimité par 240 députés. Les 17 articles nouveaux ont été votés. Ils intègrent les acquis des ordonnances de sortie de crise. Et après quelques années d'interruption, le Salon de l'agriculture et des ressources animales s'ouvre demain vendredi en présence du chef de l'État. Plus de 600 exposants sont attendus. À l'étranger, cette prise d'otages sanglant dans une université kenyane, le bilan est lourd, 70 morts et 79 blessés. L'attaque est attribuée aux islamistes somaliens Shebab. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre 20h. Chaque année, des milliers d'enfants sont inscrits dans les écoles confessionnelles islamiques. Depuis 2011, l'État ivoirien a décidé d'intégrer ces écoles dans le système éducatif. Le dossier du jeudi sera consacré à ce sujet et ce sera dans quelques instants. Mais avant, l'économie ivoirienne est en plein essor. C'est ce qui ressort du bilan du Fonds monétaire international après la 7e revue du programme économique et financier de la Côte d'Ivoire. La délégation du FMI a été reçue par le président de la République ce jeudi au palais présidentiel. Compte rendu, Jérôme Kofi Abolin. La rencontre ce jeudi entre le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et la délégation du FMI s'inscrit dans le cadre des missions périodiques d'évaluation du Fonds monétaire international en Côte d'Ivoire. Délégation conduite par Michel Lazare. À l'issue de l'entrevue avec le président de la République, Alassane Ouattara, le sous-directeur du département Afrique du FMI s'est félicité de la bonne santé de l'économie ivoirienne. Nous avons fait un peu le bilan des travaux de cette mission du FMI, qui est là au titre de la 7e revue du programme économique et financier soutenu par une facilité élargie de crédit. Et le constat que nous avons fait, c'est que la situation de l'économie ivoirienne reste très bonne. Nous avons notamment vu que la croissance est restée forte en 2014, une croissance qui doit avoir et qui commence à avoir des effets positifs pour la population. Je citerai par exemple 2 exemples. Le premier, c'est que la forte croissance du secteur agricole dans les années qui ont précédé, particulièrement en 2014, permet de distribuer des revenus importants aux agriculteurs. Et également, un certain nombre d'investissements publics commencent d'améliorer les services à la population, que ce soit en matière de transport, en matière d'éducation et de santé. Et nous constatons avec plaisir qu'il y a des progrès qui sont faits importants en matière d'amélioration du climat des affaires, par exemple, en matière de mise en place de structures modernes d'administration de l'impôt. Si l'on en croit Michel Lazare, le FMI est toujours déterminé à être aux côtés des autorités ivoiriennes pour toutes les réformes de développement. Pour lui, la croissance amorcée de la Côte d'Ivoire sous l'impulsion du président de la République, Alassane Ouattara, en si peu de temps, est à encourager. Après le palais présidentiel, Michel Lazare, le sous-directeur du département Afrique du Fonds monétaire international, a été reçu par le chef du gouvernement, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le Premier ministre qui a ouvert ce matin les travaux de la 32e session du Conseil des ministres de l'Association des producteurs de pétrole africain, APA. Il a exhorté les 18 pays membres à présenter leurs ressources pétrolières et à mutualiser leurs efforts pour lutter contre l'arrivée du pétrole non conventionnel sur le marché international. Cette rencontre sera également l'occasion de faire le bilan de l'APA, une organisation créée en 1987. 28 ans après sa création, l'Association des producteurs de pétrole africains APA a enregistré des acquis. Entre autres, la création du Fonds pour la coopération technique et la banque de données, la création de l'Institut africain du pétrole et la réalisation de plusieurs études pour développer le secteur des hydrocarbures dans les 18 pays que compte l'APA. Cependant, beaucoup reste à faire, en particulier l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique pétrolière commune qui nous donnerait une plus grande visibilité sur l'évolution des marchés pétroliers et la promotion de la coopération technique pour faire bénéficier les pays membres de retombées concrètes.
Bien que produisant 128 milliards de barils de pétrole, soit 99% des réserves du continent africain et 8% de celles du monde, les potentialités des 18 pays de l'APA sont mal exploitées. La pleine valorisation de nos importantes potentialités permettra non seulement de financer le développement, mais également de constituer des réserves pour les générations futures. Il s'agit de promouvoir une coopération multiforme, effective et agissante dans toute la chaîne de l'industrie pétrolière et de faire de l'APA un interlocuteur de premier rang dans les négociations internationales des produits pétroliers. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan invite les participants de cette session des ministres africains, membres de l'APA, à mettre en place un dispositif pour faire face à l'arrivée sur le marché international du pétrole non conventionnel, conséquence de la baisse des exportations pétrolières vers les pays du Sud. Le chef du gouvernement marocain, M. Abdallah Ben Kinana, accompagné de son ministre de l'Agriculture, est arrivé aujourd'hui même à Abidjan. Il s'est dit heureux d'être en Côte d'Ivoire, un pays frère, pour le raffermissement des relations d'amitié et pour apporter la caution du royaume chérifien à l'organisation du Sahara 2015. Noël Niagno. Arrivé aux environs de 14h30, le chef du gouvernement marocain a été accueilli au GATL par son homologue ivoirien Daniel Kablan-Duncan, accompagné pour la circonstance par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, des autorités traditionnelles. Le chef du gouvernement marocain est en terre ivoirienne pour prendre part au Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Cette relation aujourd'hui se traduit par notre participation à ce salon de l'agriculture de la Côte d'Ivoire, qui est un pays déjà très bien placé dans ce domaine en Afrique. Et donc, c'est quelque part une façon aussi de consolider ces relations et de les continuer dans tout ce qui va dans le bienfait des deux pays et de tout le continent. C'est demain, vendredi 3 avril, que s'ouvre le salon. Voilà, le SARA, le Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, s'ouvre donc demain, un vendredi. En présence du chef de l'État, plus de 600 exposants sont attendus. L'état des lieux à quelques heures de l'ouverture vous est proposé par Noël Niagno. Pavillon international. Le Maroc, invité d'honneur, affiche ses ambitions. Il est fin prêt. La France est en pleine installation, tout comme le Ghana, le Mali et le Togo. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on s'affaire à mettre la dernière main à la pâte. Mais déjà, les écrans géants installés sous les abris affichent les ambitions des participants. Ainsi, peut-on voir ça et là les stands en finition, les décors, les affiches publicitaires, les pancartes et des échantillons de produits à montrer au public. Une chose est sûre, à quelques heures de l'ouverture du SARA, Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, porteurs d'affaires, opérateurs économiques, sociétés d'État, secteur privé ou informel s'affairent pour tirer meilleur profit du SARA 2015. Le Salon de l'agriculture et des ressources animales 2015 va se tenir du 3 au 12 avril 2015. Il s'agit de faire la promotion de l'agriculture ivoirienne. Notre reporter Juliette Ouéa revient sur l'histoire de ce salon. Suivez plutôt. Après l'édition de 1997 et celle de 1999, le Salon de l'agriculture et des ressources animales de retour en Côte d'Ivoire pour l'édition 2015 à la suite de 16 années d'interruption dues à la crise ivoirienne. Après l'édition de 1999, le SARA avait été projeté en 2001. Mais le coup d'État militaire de décembre 1999 et la crise militaro-politique de 2002 ont amené le gouvernement d'alors à reporter l'événement en 2003. La manifestation n'a pu se tenir car la crise a duré plus d'une décennie. Les précédentes éditions se sont déroulées au Parc des Sports de Treichville et ont accueilli 520 stands et 100 000 visiteurs en 1997 contre 680 stands et 101 exposants en 1999. Au niveau des pays étrangers participants, 32 ont été enregistrés à la deuxième édition contre 20 à la première. L'Égypte, la France et l'Allemagne étaient les principaux pays invités en 1999 pour un budget de plus de 900 millions de francs CFA. Thème des deux précédentes éditions,
la modernisation de l'agriculture ivoirienne pour l'année 97 et l'agriculture à l'aube du XXIe siècle pour 99. Selon Lambert Kwasi Konan, ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, pendant ces deux éditions, le secteur agricole représentait 30% du produit intérieur brut, offrait 60% des emplois et fournissait 65% des recettes d'exportation. La cérémonie de clôture du Sahara 99 par le Premier ministre d'alors, Daniel Kablan-Duncan, avait été l'occasion de remettre des prix aux meilleurs exposants. Pour l'édition 2015, plusieurs pays, dont le Maroc, le Tchad et la France, vont exposer leur savoir-faire en matière d'agriculture et de ressources animales. Plus de 500 000 visiteurs sont attendus dans la commune de Port-Bouët, site d'accueil de cette troisième édition. Au programme, des ateliers, visites guidées et autres panels relatifs notamment à la valorisation des produits agricoles. Le Salon de l'agriculture et des ressources animales 2015 aura lieu du 3 au 12 avril prochain autour du thème « Promotion de l'investissement agricole durable ». J'en viens au deuxième titre de ce journal, la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui s'est ouverte le 25 mars, qui a examiné la modification du code électoral. Elle a clos ses travaux ce jeudi 2 avril à l'issue d'une plénière qui a mobilisé environ 240 députés sur 255. Ils ont voté à l'unanimité les 17 articles nouveaux intégrant au code électoral les acquis des ordonnances de sortie de crise. À la précision de Léon Brou. Possible en cette année 2015 d'espérer des élections tout au moins apaisées avec des résultats acceptés par tous. Un nouveau code électoral à cet effet vient d'être adopté à l'unanimité d'environ 240 députés sur les 251 siégeants. C'est en fait le test de 2000 modifié en 16 articles 7, 9, 11, 15, 21, 35, 37, 52, 56, 59, 60, 68, 80, 86, 101, 116 et 144. Ce code électoral, la nouvelle version, intègre les acquis des dispositions de sortie de crise et des amendements pour clarifier des notions et délais dont l'application a été source de difficultés au scrutin dernier. Ainsi, au Conseil constitutionnel, la commission électorale indépendante devra transmettre les procès-verbaux dans les 3 jours suivant la proclamation des résultats provisoires et non les 3 jours qui suivent le scrutin. La publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle intervient au plus tôt 45 jours et au plus tard 15 jours avant le premier tour de l'élection. S'agissant des électeurs, ils pourront désormais s'inscrire dans la circonscription de leur choix à condition d'y disposer des intérêts. La sécurisation de la liste électorale se trouve renforcée par la prise en compte de données alphanumériques et biométriques, autant d'ajustements traités par la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale au cours de cette deuxième session extraordinaire qui aura duré 8 jours. 8 jours pour baliser les élections présidentielles, législatives, municipales et régionales. La Commission électorale indépendante, la CEI, a formé ses commissaires centraux. À la clé, un plan stratégique 2015-2020. Ce plan stratégique est axé sur 5 points. Le fonctionnement de l'institution, ses atouts et ses faiblesses, ainsi que l'ambition et les objectifs de ses dirigeants à moyen terme. Pardon. 6 nouveaux naturalisés ont été conviés hier au ministère de la Justice pour recevoir leur certificat de nationalité. Cette cérémonie symbolique s'est faite en présence du ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Nyenema Mamadou Koulibaly. Il s'est agi pour le ministre en charge de la question de montrer aux étrangers que l'acte portant sur la naturalisation par déclaration demeure une réalité. Christelle Mélan. Ils sont 6 d'origine capverdienne, sénégalaise, burkinabé ou nigérienne. Désormais ivoiriens, ils ont auparavant fait une demande de naturalisation par déclaration, comme les 100 000 autres pétitionnaires enregistrés après le lancement de cette opération en avril 2014. Émue et fière, enfin, de l'avoir. Je suis née en Côte d'Ivoire et je me sens vraiment ivoirienne. Donc quand cette loi est passée, je me suis sentie vraiment obligée de faire cette démarche.
Cette remise symbolique de certificat de nationalité, le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques l'a voulu ainsi, pour rassurer les populations sur le dispositif de naturalisation adopté par la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un octroi de la nationalité, c'est le fait de constater que ces personnes ont toujours été des Ivoiriennes. Lorsque l'on remplit les conditions, il n'y a pas de raison que l'on ne puisse pas s'attendre à recevoir son certificat. Cette opération de naturalisation fait suite à l'adoption en septembre 2013 d'une loi portant dispositions particulières en matière d'acquisition de la nationalité ivoirienne par une catégorie d'étrangers. Premier point, un homme étranger qui épouse une Ivoirienne pourra automatiquement devenir ivoirien. Le contraire existait déjà. Sont aussi concernées par cette mesure les personnes nées en Côte d'Ivoire de parents étrangers et âgées de moins de 21 ans révolus à la date du 20 décembre 1961. Les personnes ayant eu leur résidence habituelle sans interruption en Côte d'Ivoire avant le 7 août 1960 et leurs enfants nés en Côte d'Ivoire. Enfin, les personnes nées en Côte d'Ivoire entre le 20 décembre 1961 et le 25 janvier 1973 de parents étrangers et leurs enfants. La procédure pourrait concerner 300 000 personnes et n'est qu'une simple régularisation du Code de la nationalité, publié en 1972. Les personnes ainsi naturalisées bénéficient des mêmes droits que tout Ivoirien, mais doivent cependant attendre 5 ans avant de pouvoir exercer le droit de vote et 10 ans avant d'être éligibles. Ce jeudi 2 avril a été marqué par la passation de service au sommet de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. René François Afin-Kwasi, nommé président de la Cour suprême, cède son fauteuil à l'ancien Premier ministre Seydou Eliman Diarra. La cérémonie de passation de charge s'est déroulée sous la supervision du secrétaire général du gouvernement, Sanson Kambilé. Compte rendu, Sidonie Waka Davila. Nommé le 24 mars dernier par un communiqué de la présidence à la tête de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Seydou Eliman Diarra, ex-premier ministre, prend fonction ce jeudi 2 avril. Son prédécesseur, René Afin-Kwasi, lui a passé officiellement le relais après 6 mois passés à la tête de cette institution. Votre longue et riche expérience pluridisciplinaire sera sans nul doute profitable à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance amorce véritablement sa phase opérationnelle. Mais de nombreux défis restent à relever. Conscient des nouveaux défis qui attendent l'institution, le président de la bonne gouvernance présente déjà les premières réflexions que lui inspire sa nouvelle fonction. Je m'engage à prendre très rapidement les dispositions nécessaires pour permettre à notre institution de mener les actions fortes et visibles. Une des premières activités à mener sera d'organiser des séminaires d'appropriation relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Le nouveau président a également décidé de mettre un accent particulier sur la communication, une action nécessaire à la promotion de la bonne gouvernance. Créée par ordonnance numéro 2013-661 du 20 septembre 2013, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a pour mission principale de mener une croisade pour la moralisation de la vie publique à travers la promotion de l'éthique dans la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et écologiques. Plus de 10 000 agents des forces de l'ordre mobilisés pour les fêtes de Pâques. Objectif, protéger les populations sur les lieux de culte, les gares de transport et les voies routières. Le plan de sécurisation Opération Pakinou 2015 a été présenté au ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Paul Kofi. Et puis, depuis dimanche dernier, les chrétiens catholiques ont entamé le dernier virage du temps de carême avec la célébration de la fête des rameaux, une semaine marquée par des temps forts, notamment ce jeudi saint, qui marque la commémoration de l'institution de l'Eucharistie et le lavement des pieds, un signe d'humilité posé par Jésus-Christ à l'endroit de ses disciples. Grâce Kondo. Le Triduum pascal est la dernière ligne droite de la marche vers Pâques. 3 jours d'intenses prières marqués par 3 éléments essentiels, notamment le jeudi saint, jour où le Christ a institué l'Eucharistie et lavé les pieds de ses disciples. À travers ce geste répété dans les paroisses, Jésus montre la voie à suivre, se faire tout petit pour servir son prochain. Nous voulons indiquer à tous les chrétiens que nous sommes appelés à nous mettre au service les uns des autres, à vivre l'humilité comme la plus grande
des vertus chrétiennes et la charité comme celle qui l'a fait vraiment porter des fruits, à nous mettre au service les uns des autres et à nous aimer véritablement. Au cours de ces célébrations, de ces fêtes pascales 2015, chaque Ivoirien, chaque chrétien, chaque homme de bonne volonté puisse se rappeler que le plus important, c'est d'aimer l'autre et se donner pour lui à travers tout ce qu'on pourra lui apporter comme geste d'amour et de charité. Ce geste liturgique est généralement posé par le curé de la paroisse. Cet acte, pour se faire l'égal du plus faible, le Christ le réalise par son incarnation et son sacrifice sur la croix. Les chrétiens sont donc invités à la suite de Jésus à sortir des sentiers battus pour s'intéresser à leur prochain. Chaque année, des milliers d'enfants sont inscrits dans les écoles confessionnelles islamiques. Depuis 2011, l'État de Côte d'Ivoire a décidé d'intégrer ces écoles dans le système éducatif. 116 écoles sur plus de 1900 sont déjà sur la liste et le reste en phase d'inspection. Ces établissements ont obtenu de bons résultats aux examens scolaires. Malgré ces efforts, l'enseignement confessionnel islamique relève quelques inquiétudes. L'enseignement dans les écoles islamiques composé de l'arabe et les matières de l'enseignement général est-il efficace? Que deviennent ces élèves après les études islamiques? Pourquoi les diplômes islamiques obtenus à l'étranger ne sont-ils pas reconnus en Côte d'Ivoire? Des réponses dans ce reportage de Konaté Moussa. Plus de 1900 écoles confessionnelles islamiques existent en Côte d'Ivoire. Dans ces écoles, l'enseignement est donné en arabe et porte sur la connaissance du Coran et les pratiques de l'islam. On y enseigne aussi toujours en arabe les mathématiques, l'histoire et la géographie et bien d'autres disciplines. Beaucoup d'efforts fournis, mais après le baccalauréat islamique, les élèves sont gagnés par le doute quant à leur avenir. Les élèves islamiques finissent d'avoir notre diplôme. Bon, en quoi il va ici, on ne sait pas quoi faire encore. Même problème rencontré par les étudiants qui ont poursuivi leurs études dans un pays arabe. De retour au pays, difficile insertion socio-professionnelle. Les diplômes pas reconnus par l'État ivoirien. Ces jeunes gens aussi qui viennent des pays arabes, avec des diplômes, il faut qu'on s'approche d'eux, il faut qu'on accepte de les prendre et tester leur savoir. L'État n'a pas de connaissances sur les contenus qui sont enseignés en arabe. L'État ne peut pas valider un diplôme quand il ne sait pas le contenu de la formation. Conséquence, ces détenteurs de diplômes islamiques s'ajoutent sur la liste des chômeurs. Certains exercent alors de petits métiers. Il n'y a pas aussi des projets aussi pour nous les élèves islamiques. Donc, quand on finit de passer notre bac, on est obligé de tourner dans les rues. Parce qu'un enfant qui laisse le cours coranique, qui va terminer peut-être dans la couture, la maçonnerie, la mécanique. Même galère pour Enza, 9 années passées sur les bancs de l'école coranique, il est aujourd'hui gardien du parking communément appelé José de Nama. On a fait encore dans mon arrivée loin. On sait s'exprimer en arabe, on sait écrire en arabe, on sait faire tout. Mais c'est pas long pour nous aider. Donc on est obligé maintenant de sortir, de venir nous débrouiller dans la rue, pouvoir s'aider. Pour mettre fin à ces problèmes, l'État décide d'intégrer les écoles confessionnelles islamiques dans le système éducatif ivoirien. Depuis 2011, 116 sont dans le circuit. Les élèves y apprennent les matières de l'enseignement général et celles de l'arabe. Aujourd'hui, l'État donne les mêmes chances à nos enfants que les autres enfants dans les autres établissements, ce qui n'existait pas avant. Il faut bien que l'établissement ne soit pas construit dans un ravin, que l'établissement ne soit pas construit sur une haute tension. Ensuite, que des bâtiments soient des bâtiments en dur. Avec cette politique d'intégration, des élèves de l'école confessionnelle islamique accèdent ainsi au lycée et collège public. Fini donc l'enseignement arabe, fait inquiétant pour les parents. Aujourd'hui, la seule chose qui nous fatigue, c'est de nous trouver des collèges et lycées pour accueillir nos enfants, pour que leur cursus scolaire puisse continuer sur le plan religieux. Ces établissements confessionnels islamiques sont des établissements privés. L'État ne construit pas d'établissements privés. Alors, s'il y avait des établissements confessionnels de second cycle au niveau de l'enseignement islamique, alors l'État orienterait les élèves dans ces établissements. Ajoutez à cela la question des enseignants des écoles intégrées. Leur recrutement est mis en doute, des cours souvent dispensés par des étudiants. J'ai suivi une formation en management marketing. J'ai commencé par les petites classes de CM2. Et donc, lorsque nous avons ouvert la classe de 6e, alors j'ai été contacté par le directeur pour enseigner les mathématiques.
Du côté des autorités, ce problème est bien connu. Le ministère accompagne ces établissements en assurant la formation des enseignants. Et ces enseignants sont formés à la pratique, pédagogique, ils sont formés à la déontologie de la fonction enseignante, ils sont formés sur tout ce que nous pouvons faire dans une classe, de sorte que les enseignants qui sont recrutés par les promoteurs puissent dispenser le cours tel qu'il est dit dans nos programmes éducatifs. En attendant qu'une solution soit trouvée dans les écoles primaires islamiques, on y enseigne toujours l'arabe et le français, de nombreuses matières qui mettent la pression sur élèves et enseignants. C'est la classe 5e en français, 6e en arabe. On fait les deux programmes, 2 jours et demi, l'arabe, 2 jours et demi, le français. Maintenant, l'arabe commence de lundi et mercredi matin et jeudi matin et soir. Sincèrement, on fatigue les élèves, nous-mêmes on le reconnaît. Ils n'ont pas de jour de repos. Pratiquement tous les jours on est à l'école et de 7h30 à 18h. Une pression pourtant efficace vu les résultats déjà obtenus lors des examens de fin d'année. En 2011, nous avons fait à peu près 63% de réussite d'entrée en 6e. Et en 2012, nous avons eu 94% de réussite d'entrée en 6e. Leurs enfants qui sont orientés en 6e font de très bons résultats au collège. Donc là, nous pouvons retenir que l'enseignement qui est donné dans les écoles islamiques, surtout pour ce qui est du programme français, officiel, est bien fait. Malgré ces bons résultats, les difficultés demeurent. L'enseignement confessionnel islamique qui ambitionne d'être un label de scolarisation et d'enseignement d'excellence peine toujours. Et pourtant, chaque année, les établissements confessionnels islamiques reçoivent des milliers d'enfants. Des enfants qui sont partagés entre l'arabe et le français et dont l'insertion socio-professionnelle est incertaine. La salle de conférence du Conseil économique et social a abrité une rencontre des filles et fils du district des montagnes. Ils se sont donné rendez-vous pour ensemble formuler leur soutien au président de la République, Alassane Ouattara. C'était en présence du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabri-Touakeus. Abou Sanogo. Les cadres du district de l'Ouest soutiennent pleinement les actions de développement de la Côte d'Ivoire, amorcées par le président de la République Alassane Ouattara en vue de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Ils l'ont signifié aux ministres Anne-Désiré Ouloto, Adama Tungara et Albert Mabri-Touakeus, tous fils de la région du Grand Ouest, lesquels cadres ont été exhortés à s'investir dans leur soutien au chef de l'État. L'Ouest, à l'attention que le président lui porte, vous savez que le président de la République a déjà fait 2 déplacements au niveau de l'Ouest, 2 visites d'État. Et nous avons senti là que venir tout de suite après l'élection était donc un signe évident de l'affection qu'il avait pour nous. Nous voulons donc à ce moment sensible, à ce tournant de l'organisation et de la mobilisation pour sa réélection, que l'Ouest donc ait sa parole au nom donc de toutes ces voix qui portent aujourd'hui la candidature du président Alassane Ouattara. Cette rencontre, la première du genre, a mobilisé les filles et fils de la région du Grand Ouest qui ont clamé leur totale adhésion à toutes les actions de développement du président Ouattara. D'autres rencontres sont prévues en vue de fixer une date pour un grand rassemblement. Au moins 70 personnes, essentiellement des étudiants, ont été tuées et 79 blessées lors d'une attaque contre l'université de Garissa. C'est dans le sud-est du Kenya, attaque menée ce jeudi par des islamistes somaliens Shebab. Ces étudiants ont eu plus de chances que certains de leurs amis. Au moins 70 d'entre eux ont trouvé la mort dans l'attaque contre leur université à Garissa, à l'est du Kenya. 79 autres ont été blessés. L'attentat s'est produit à l'aube ce jeudi. Nous avons entendu des tirs et nous étions endormis. Donc il était environ 5 heures et des hommes ont commencé à courir pour s'enfuir. Mais malheureusement, ils se sont enfuis dans la direction des tirs. Le président kenyan est monté au créneau pour exprimer sa compassion aux victimes et à leurs familles. Uhuru Kenyatta a également assuré ses compatriotes que la situation était sous contrôle. En mon nom et au nom de mon gouvernement, j'envoie mes condoléances aux familles de ceux qui sont décédés dans cette attaque. Nous continuons à prier pour le rétablissement des blessés
et le sauvetage en toute sécurité de ceux qui sont encore détenus en otage. J'assure également la nation que mon gouvernement a entrepris un déploiement à la zone touchée et est entièrement saisi de la situation. Le président Kenyatta a lancé un appel à la vigilance. 10 000 recrues dont l'inscription était en attente ont été appelés à rejoindre rapidement l'école de police pour accroître l'effectif des forces de l'ordre devant la menace terroriste. 4 islamistes à Shebab ont été tués dans l'attaque. Le récit était signé Sylvie Touré et puis le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a condamné l'attaque terroriste et réclamé que leurs responsables soient traduits devant la justice. Et puis cette attaque est la pire que le pays ait connue depuis l'attentat à la bombe contre l'ambassade américaine en 1998. À peine élu, le nouveau président du Nigeria, Muhammadu Buhari, s'est engagé à débarrasser le pays des groupes terroristes. Le gouvernement de Buhari promet un pays en paix sans la secte islamiste Boko Haram qui depuis plusieurs mois sème la terreur dans le pays. Le tout nouveau président du Nigeria, Muhammadu Buhari, ne veut pas perdre de temps en ce qui concerne l'épineuse question Boko Haram. Le président du Nigeria veut déjà engager la lutte contre Boko Haram. C'est d'ailleurs l'un des principaux arguments de sa campagne. Je peux vous assurer que Boko Haram va vite mesurer la force de notre volonté collective et de notre engagement à débarrasser la nation de la terreur. Et pour amener la paix, nous ferons tout pour vaincre le terrorisme. Hormis le terrorisme qu'il veut chasser, le président nigérien veut également que son peuple oublie les frustrations du passé. Nous allons vous servir fidèlement. Nous n'allons jamais diriger les gens comme s'ils étaient soumis au gouvernement. Notre longue nuit est passée et le jour s'est levé sur un nouveau gouvernement démocratique. Mettons notre passé derrière nous, surtout le passé récent. Nous devons oublier les vieilles batailles et les contentieux du passé pour avancer. Muhammadu Buhari sera investi selon le calendrier officiel le 29 mai prochain. C'est la fin de ce journal. Excellente suite de programme sur RTI 1, la chaîne qui rassemble, et à très bientôt.